Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Feelings et si vous n'avez pas remarqué depuis quelques jours, il y a une polémique qui fait rage sur le Twitter Nigeria. À savoir que les Nigérians sont très fâchés suite à deux tweets de Burna Boy. Dans l'un des tweets, il déclare qu'il sait et qu'il a toujours su qu'il est de... Oui, il est the best, comme l'était Tina Turner. Mais ça ne s'arrête pas là. Il va plus loin et c'est sur cet aspect-là qu'on va centrer la vidéo. Il dit plus loin que personne ne lui a ouvert la voie. Nobody paved the way for me. Il y est arrivé par lui-même parce que chacun, en gros, s'occupait de ses affaires. Et c'est sur cette partie-là précisément qu'on va centrer le propos. C'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment vrai que Burna Boy qui a un certain succès, parce que pour ceux qui ne savent pas qui est Burna Boy, il a un certain succès en ce moment avec des titres comme celui-ci. Ou encore celui-ci. En réalité, c'est pas encore un gros vendeur, mais il fait beaucoup de tournées. Il attire la presse critique. Il a été nommé au Grammy. Il est entré au Hot 200 américain. Il est entré dans les charts anglais. Il est entré dans les charts allemands. C'est-à-dire que son album African Giant est entré dans les charts de quasiment tous les pays européens et c'est rare pour un artiste africain en fait. Donc, il a une réelle visibilité et c'est ce qui fait en sorte qu'il pense qu'il est de Tina Dealer. Voilà, il pense qu'il est le meilleur et ça à la limite, c'est son problème. Mais la seconde partie du propos, à savoir que personne ne lui a ouvert la voie pour qu'il se trouve où il est actuellement est contestable. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je ne vais pas revenir sur la carrière directe de Burna Boy. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais expliquer les différentes tentatives des artistes africains pour conquérir les États-Unis. Parce que dans son tweet, il dit bien que oui, certains sont allés supplier the Western World. Le Western World pour les Nigérians, c'est bien sûr les USA. Il dit précisément, vous avez supplié les Américains, vous avez pour certains payé les Américains et aujourd'hui, le respect que vous avez, c'est uniquement grâce à moi. Est-ce que c'est totalement vrai? C'est ce dont je vais parler dans cette vidéo en retraçant le parcours de plusieurs artistes. Pas toute leur carrière, mais face au public américain en fait. Qu'est-ce que les différents artistes afro-pop, afrobeat au cours des 10 dernières années ont fait pour conquérir le public américain? Qu'est-ce que de... Allez, Tina. L'autoproclamé best leur reproche et surtout, quelle est sa position à lui en fait? Quelle est sa position à lui par rapport à tout ce qui s'est passé avant lui? Qu'on fait Wizkid, Davido, Tiwa Savage, Shinji, Madi, Benji, bref, c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à participer au Tipeee pour que je puisse aussi dire que je suis simply de... Et on commence la vidéo quoi. Alors pour commencer le propos, il faut revenir factuellement sur ce que Burna Boy a dit. J'ai toujours pensé et j'ai toujours su que j'étais le meilleur. Donc, il commence par se praise parce que souvent dans le coin, là, il y a des gens qui ne savent pas. Donc, il dit sa vérité. Il a toujours pensé, il a toujours su qu'il était le meilleur. Et en plus, il va plus loin. Il vous dit que si, par exemple, vous pensiez que c'était elle la meilleure, il faut que vous sachiez que ça fonctionne par pyramide. À savoir que toutes les personnes que vous pensez être les meilleures savent que je suis le meilleur depuis Fela Kuti. Donc si vous avez par exemple un artiste et vous pensez qu'il est le meilleur, il faut savoir que cet artiste-là lui-même pense que Burna Boy est le meilleur depuis Fela Kuti. Ça fonctionne comme des étages ou des pyramides et Burna Boy est le second de la pyramide après Fela Kuti. Le propos va enflammer Twitter et bien sûr il va y avoir des petites réponses. L'une des réponses qui va lui être apportée, c'est pas un fan qui va frapper à la porte de Twitter et il va lui dire « Où étais-tu quand l'afrobeat avait du mal à atteindre le mainstream, à savoir la grande scène publique ?» Il continue « Les meilleurs ont ouvert la voie pour que tu te trouves là où tu es et aujourd'hui tu commences à dire que tu es le meilleur depuis Fela Kuti. » Donc ce fan le recadre un peu, sauf que Burna Boy continue et il dit ceci. Personne n'a ouvert la voie pour moi. Tout le monde s'est cherché. J'y suis arrivé. Si vous saviez comment ils nous ont fait paraître faibles en suppliant et en payant le monde occidental, donc les États-Unis, pour qu'ils nous voient et pour qu'ils nous aiment, vous verrez qu'aucune table n'a été dressée et que je suis celui qui vous apporte le respect dont vous bénéficiez actuellement. Ce qui est clairement frappant dans le propos de Burna Boy, c'est pas tant le fait qu'il dise qu'il est le meilleur, c'est le fait qu'il critique les stratégies qui ont été utilisées par ses confrères pour toucher le Western World, parce que c'est ce qu'il dit exactement dans son tweet. Le Western World, c'est le monde américain
pour les Nigériens. Donc il dit que eux finalement ils se sont agenouillés là un peu partout et lui il est venu en roi africain et tout le monde l'a accueilli. C'est donc pour ça que dans cette vidéo je vais revenir sur les différentes stratégies de ces artistes africains, pas sur leur carrière mais sur ce qu'ils ont fait pour toucher effectivement le public américain. Et bien sûr, quand on parle d'afrobeat et de public américain, le tout premier, celui qui a vraiment capté l'attention des grosses majors américaines, c'est bien sûr D'banj avec ce titre-ci. Alors, pour qu'il n'y ait aucune confusion, je ne suis pas en train de vous dire que D'banj est le premier artiste à avoir fait de l'afropop. Là, nous parlons bien sûr face au Western World. Donc, on voit les stratégies des artistes nigérians face au monde américain. Et D'banj est très important. Pourquoi? Parce que bien sûr qu'il y avait les Two Face ou alors Flavor qui lui a un créneau particulier et qui reste bien sur sa ligne. Bien sûr qu'ils étaient déjà là, mais Two Face a attiré l'attention de pas mal de producteurs américains, notamment de Kanye West qui l'avait illustré avec ce tweet-ci. Je m'en souviens encore comme c'était hier parce que c'était la première fois que je voyais Kanye West donc sur Twitter parler d'un artiste africain et de son producteur, le fameux Don Jazzy. Après ça, il a été signé chez Good Music, il a aussi été signé chez Sony Music et c'est comme ça donc qu'il a sorti son album où on a retrouvé pas mal de featuring avec des gars comme Gucci Mane. Ou encore quand il apparaît sur l'album compilation de Kanye West et de Good Music, à savoir sur le titre Cruel Summer, et ça donnait ça. Et c'était assez ouf à l'époque en fait. C'est l'un des artistes de cette génération-là, l'un des premiers à avoir un contrat aux États-Unis avec un aussi gros label, à savoir avec Good Music. Et en plus, de l'autre côté, il va signer tout de suite après un deal avec Sony Music. Mais ce qui est important, c'est vraiment donc la chanson Oliver Twist. Pourquoi? Parce que cette chanson-là va entrer dans les charts, notamment en UK ou encore en Belgique en fait. C'est-à-dire que d'un coup, sur cette période-là, il va y avoir une sorte de crossover pour un artiste nigérien sur les pays européens. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il était le premier artiste à travailler avec des Américains. Par exemple, elle... Tiwa Savage avait déjà signé en 2009 son deal chez Sony. C'est pour ça qu'elle a écrit plusieurs titres dans des albums de R&B, notamment pour Monica, c'était ça. Ou encore pour Fantasia. Donc elle travaillait déjà avec certaines majors américaines. Sauf qu'elle n'avait pas de contrat d'artiste en fait. Elle avait un contrat de coparolière sur certains titres. Et c'était donc pour le mouvement Afrobeat là, l'un des premiers artistes africains, D'banj, à pouvoir élargir ça. C'est important pourquoi? Parce qu'il montre l'aspect commercial de la chose en fait. Dès que les majors commencent à voir qu'il y a un aspect commercial, ça se démocratise et il va y avoir un autre petit boom, c'était ça. Alors, ce titre de la chanteuse Chidinma s'appelle Kedike pour ceux qui ne le savent pas. Il sort à peu près à la même période en 2012 et pour moi, c'est un game changer en fait. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va changer la donne. Ça ne veut pas dire que c'est du Michael Jackson ou quoi que ce soit, non, pas du tout. Mais en fait, elle va réussir à cartonner et il faut bien regarder le clip parce que dans l'image, elle va changer quelque chose. Pendant très longtemps, les chanteuses nigérianes, si vous voyez les anciens clips avant 2012, elles étaient beaucoup calquées sur une espèce de version un peu low cost des chanteuses américaines en fait. Par exemple, vous regardez un clip de Yemi Alade juste avant, ça donne ça. Ça fait un peu Beyoncé de la supérette en fait. Et pendant très longtemps, elles ont été sur ce créneau-là. Quand Chidinma va arriver, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va faire un clip tout simple au village en train de laver ses marmites et tout et tout. Et d'un coup, elle va avoir un écho en fait. Parce que visuellement, ça ne ressemble pas aux Américaines et ça ressemble en fait à une certaine Afrique auquel beaucoup d'Africains se reconnaissent en fait. Donc, il va y avoir ce switch-là. Et je me rappelle que quand j'ai vu ce clip, j'ai fait un article sur mon blog que je vais vous mettre dans la barre de description. Et dans cet article, je demandais est-ce que l'afro-pop féminine sera à l'avenir? Pourquoi? Parce que je suis tout à fait conscient que souvent pour introduire quelque chose sur le marché américain, on passait par les femmes en fait. Et je m'étais dit que vu que ça commençait à monter et qu'il changeait l'imagerie, il allait certainement y avoir un regard plus aguerri des majors américaines. La seule question que je posais au bout de l'article était de savoir est-ce que les majors américaines vont faire venir ces artistes-là et les signer ou alors est-ce qu'ils vont demander à leurs artistes Beyoncé, Kerry Hilson, Sierra et consorts d'aller récupérer ça pour le revendre aux Américains? C'était ma seule interrogation, mais je pense toujours que
que ce clip de Shindima a changé pas mal le modèle de plusieurs de ces chanteuses nigérianes qui d'un coup se sont dit, bah en fait nous aussi on peut laver les assiettes au village, être dans notre petit village et être sexy, raconter des histoires qui nous ressemblent et tout va très bien se passer en fait. C'est pour ça d'ailleurs que quand on parle de Yemi, quand vous regardez le clip de Shindima, le clip iconique de Yemi Alade qui va donc la propulser et qui est à ce jour le clip le plus vu sur YouTube, bah en fait il vient juste après et ça donne ça. Elle va totalement se rebrander. Et si vous regardez bien les clips et l'évolution visuelle de la carrière de Yemi Alade, vous allez voir qu'il y a bien un shift entre son début et ce clip de Shindima et la manière dont elle va elle-même adopter cette position de fille Africa qu'elle a aujourd'hui en fait. Ça ne s'est pas fait d'un coup, mais elle a bien une évolution qu'on verra peut-être un jour sur sa carrière. Mais en tout cas, à ce moment précis, l'un des autres groupes nigérians les plus courtisés, c'est bien sûr le groupe le plus populaire de l'époque, ce sont bien sûr les P-Square. Eux, ils sont courtisés par pas mal de majors. On veut les signer en Afrique du Sud, on veut les signer au Ghana, on veut les signer sur certains petits labels américains parce qu'en fait, les majors américains, c'est un son afro-pop. On ne sait pas encore comment vendre de l'afro-pop avec des mecs qui viennent du Nigeria à des Américains. Faut savoir que déjà pour les Afro-Américains, c'est trop compliqué en fait. Donc les majors américaines sont très frileuses et c'est Akon qui veut absolument travailler avec eux parce que lui, il comprend leur musique. C'est un Africain, donc il comprend et il se dit, il y a forcément quelque chose à faire avec eux. Donc ils commencent à travailler ensemble, mais les deux frères ne sont pas fous en fait. C'est-à-dire qu'ils vont signer un contrat de management avec Akon. Ils ne vont jamais signer sur le fameux Convict Music de Akon qui était vraiment en chute libre, mais ils vont quand même sortir 2 singles dont cette chanson-ci. Et l'autre chanson avec Rick Ross. Pour le format américain, surtout sur le second titre, ils vont essayer d'aciduler un peu leur son. Ça ne va pas marcher aux États-Unis, surtout que Convict Music à ce moment-là n'a plus du tout le même impact qu'il y avait à l'époque en fait. Donc c'est un peu dans le creux de la vague qu'ils signent sur le label et ils vont revenir à quelque chose qui se rapprochait beaucoup plus de leurs fondamentaux sur ce single-ci. Dans le clip, il y a un hommage à Michael Jackson. Bien sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vise un public bien plus large que d'habitude. C'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus léché au niveau du visuel. On vise un public plus large en gardant toutefois cette trame afrobeat. Il se trouve qu'à cette période-là, malheureusement, ils ne sont plus en bons termes. Donc, ils vont se séparer assez rapidement juste après. Mais la chanson va avoir pas mal de diffusion en UK et elle va montrer dans les charts en Belgique et en France en fait. Donc, à ce moment-là, en plus du fait que le clip continue d'avoir pas mal de vues sur YouTube, même si les P-Square ne font pas le crossover américain, ils font partie de cette mouvance-là qui est en train de pousser et qui va aussi donner à Fuse ODB ce tube-ci en UK. Lui, c'est un artiste ghanéen. Mais ce que j'essaie de vous montrer depuis le début de cette vidéo, c'est la dynamique hors Nigeria en fait. C'est-à-dire que bien sûr qu'au Nigeria, Wizkid, Davido sont déjà en train de cartonner. Mais ce ne sont pas forcément eux qui commencent à insérer à l'international l'effet de l'afrobeat en fait. Ce sont dans ces mouvements d'artistes-là qui n'ont pas forcément de gros succès au Nigeria parce que D'Benji n'est pas hyper populaire sur la population nigérienne à ce moment précis. Mais il commence donc à insérer quelque chose aux États-Unis. Yemi Alade avec son clip, Shindima balance le sien, les P-Square font un essai, donc on commence à voir que les choses avancent et Beyoncé s'inspire, enfin rend hommage même au clip de Tiwa Savage dans son titre Grown Woman, c'était ça. Pour le titre Kele Kele de Tiwa Savage, c'était ça. Donc là, on voit l'intérêt et la catsaillerie de certains artistes américains. Bien sûr, ça veut dire que certaines majors américaines commencent à regarder. Et c'est aussi là que Burna Boy, lui, se fait connaître à la base, en fait. C'est-à-dire que Burna Boy sort son album au Nigeria et il commence à avoir un certain succès. Bien sûr qu'il y a des sonorités afrobeat dans son album, mais il est surtout marketé à mi-chemin entre un côté un peu Bob Marley, donc très reggae, donc cette petite touche d'afrobeat et de modernité. L'album marche plutôt bien au Nigeria, mais il n'est pas encore dans la dynamique vraiment internationale, en fait. Les majors américaines s'intéressent de plus près à ce qui se passe au Nigeria. Coca-Cola va même aller y investir et créer un studio où on va voir de plus en plus d'artistes américains. Moi, j'aimais beaucoup cette émission, c'était ça. Ou encore ça.
Donc il y a quelque chose qui se passe avec le son du Nigeria et tout le monde se demande comment faire en fait. Comment faire pour insérer ce son-là aux États-Unis. Et il y en a une qu'on oublie beaucoup, on ne parle quasiment jamais d'elle, mais elle est une des premières à avoir signé un gros deal avec Island Records aux États-Unis. C'est bien sûr Seishe. Oui, on ne parle jamais de Seishe et elle a pas eu beaucoup de succès, mais il faut savoir que son premier album, en fait, elle a signé avec Island Records en fait. Eux, ils ont misé sur elle en se disant que le mélange entre R&B, pop et afro allait avoir un écho et qu'elle avait la bonne image pour pouvoir le vendre. Son album ne va pas marcher pour d'autres raisons. D'ailleurs, Seishe, si tu me vois, je suis toujours prêt à être ton manager parce qu'on a des choses à faire ensemble. Donc si tu me vois, you can call me, okay, I'm right here. Everything you want to do, we can do that. I'm right here, call me, everything, I'm right here, ok? Bref, l'album de Seishe n'a pas marché. Mais globalement, elle faisait donc partie de cette dynamique où les majors américaines commençaient à investir sur les artistes nigérians. À cette même époque, Burna Boy a bien marché avec son premier album, mais il a moins marché avec son second album. Je vous expliquerai pourquoi son second album a moins marché le jour où je ferai une vidéo sur Burna Boy. Mais en revanche, donc là, son second album marche beaucoup moins bien. Ce qui se passe de l'autre côté, c'est que les deux petites stars du Nigeria, à savoir Wizkid et Davido, qui eux n'avaient pas encore fait le crossover international, commencent bien sûr à intéresser aussi les stars internationales. Et notamment Wizkid va collaborer avec Drake sur ce single-ci. Puis Drake va le faire venir sur une chanson que vous tous vous connaissez, à savoir One Dance, qui va devenir un immense hit aux États-Unis, même s'il ne sera pas crédité tout de suite. Cette collaboration avec Drake et le succès de cette collaboration avec Drake va faire en sorte qu'il signe chez RCA et Sony en fait. C'est-à-dire qu'il va signer chez un gros label américain et il va donc recollaborer avec Drake pour le premier single de son album à lui qui va sortir sur ce label américain. C'était ça. Et même si Drake n'a pas été hyper fair play parce que Drake n'a pas fait le clip et Drake ne lui a pas fait une grosse promo, en fait son album va avoir le même problème que l'album américain de son compère et de son collègue parce qu'en fait ils vont se retrouver sur le même label, à savoir Davido. Sans toutefois prendre exactement le même chemin que Wizkid. Qu'est-ce qui s'est passé avec Davido? C'est qu'en fait, ils sont montés en même temps sur la scène internationale. Ils ont tous les deux énormément de succès au Nigeria. Mais la scène internationale, c'est autre chose parce que la stratégie doit changer et c'est exactement ce que Davido va subir. À savoir que lui, il travaille beaucoup par lui-même. C'est-à-dire qu'il fait un peu de la musique à l'ancienne en fait. Le producteur est là, ils sont dans la même pièce, ils commencent à composer et ils voient ce que ça donne. Là, quand il finit de cartonner avec Skeletou et la suite de singles qu'il a enchaîné et qui était censé sortir sur un album qui finalement ne va pas sortir, il signe chez RCA, c'est-à-dire qu'il signe sur le même label que Wizkid et on va lui faire un album américain, c'était ça. C'est peut-être là, exactement là, le nerf de la guerre. Le mec savait exactement comment se vendre depuis le début au Nigeria. Et l'industrie américaine le signe. Sauf que les Américains le signent parce qu'ils se disent, il y a quelque chose à faire, mais ils ne savent pas y faire en fait. Comment est-ce qu'on va prendre le Nigérian là pour l'imposer au public américain? On va faire comme on sait faire en fait. On va appeler nos producteurs, les artistes de notre label, on va faire la mixture du tout. On va lui faire un single avec Tinashe, avec des artistes un peu plus pop et on va voir ce que ça donne en fait. C'est ce qu'ils ont fait sur l'EP qui s'appelle Son of Mercy. Et ça va être donc le premier flop de Davido, à savoir que ça ne va pas prendre aussi bien aux États-Unis qu'au Nigeria. Donc il va mal le vivre, mais il ne va pas simplement mal le vivre parce qu'il aura fait une Tinashe en fait. La manière dont il va mal le vivre et il va l'exprimer, c'est surtout dans la manière de travailler des artistes américains en fait. Bien sûr que pour Rihanna c'est facile, je suis là, je dors, on fait la chanson, on m'envoie, je pose, c'est pop, machin, ça passe à la radio. Mais en fait ce n'est pas comme ça que lui il travaille en fait. Et il va faire des interviews, il va très bien dire ça, il va dire que en fait moi, je sais comment je travaille. J'ai besoin d'être avec mon producteur, de voir comment le son évolue, de savoir comment je vais écrire, de savoir comment poser. Et il va ajouter une phrase que je trouve très importante. Il va dire que je ne pense pas que Chris Brown ou moi soyons interchangeables sur un titre. C'est très important qu'ils le disent parce que là, il montre bien que quoi? Il montre bien que l'industrie du disque américaine, ça peut te broyer en fait. Si tu n'es pas préparé, on te met à des places qui ne sont pas les tiennes. Or, lui, il connaît sa place. Il ne pense pas qu'il doit poser comme Chris Brown ou faire des trucs comme Chris Brown. Et c'est pour ça que très rapidement, après ces tipis qui ne va pas marcher, il va quitter RCA et finalement donc revenir à son propre son, à sa propre identité avec des titres comme celui-ci. If I tell you, say I love you, oh. Ou encore celui-ci. Money fall on you.
Et surtout, le second Fall va être très demandé sur Shazam aux USA, au point où il va être 23e sur les radios R&B hip-hop américaines en fait. Il va remplir des salles à Londres et c'est important qu'il ait fait ça. Pourquoi? Parce que d'un coup, il a montré que je sais qui je suis. Je ne suis pas là un pantin de l'industrie du disque américaine. Je sais qui je suis. J'ai quitté leur système. J'ai fait mes chansons comme je l'entends. Et ça a en plus marché aux États-Unis à ma hauteur en fait. Bien sûr que ce n'est pas un immense tube au Hot 100, mais c'est le titre nigérien qui est resté le plus longtemps dans le top R&B hip-hop américain. C'est à ce moment-là que Burna Boy est réapparu sur la scène et il a apporté deux choses principales. La première chose, c'est que musicalement, il a compris quelque chose. Pourquoi? Parce que depuis quelques temps, le mouvement, bien sûr qu'il commençait à percer à l'international, mais sur les bases, il était en train de s'effondrer. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens trouvaient que ça se répète beaucoup en fait. C'est-à-dire que la manière dont les chansons sont structurées, parfois, ça peut avoir l'impression de sonner toujours pareil. Donc, il commençait à y avoir, après 6-7 ans de buzz en Afrique, un léger mais un tassement quand même du son afrobeat. Donc c'est le premier truc. Et il va pallier à ça comment? C'est-à-dire que il va revenir à un son beaucoup plus roots en fait. C'est ce qu'il appelle bien sûr l'afrofusion. Mais donc quand il va récupérer à fond le personnage de Fela Kuti, oui, je parlerai des plagiats de Fela Kuti dans une autre vidéo, mais quand il va récupérer ce personnage-là, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est vraiment la chose qui m'a frappé quand j'ai écouté sa mixtape et son album African Giant. C'est-à-dire que dans ces deux projets, vous retrouvez tout à fait des sonorités hip-hop américaines, de la pop aussi, mais aussi un son africain très roots en fait. Ce n'est pas simplement une boucle qui tourne là, c'est vraiment un son africain très roots et c'est pour ça qu'il a fait la liaison avec Fela Kuti en fait. Wizkid aussi sample Fela Kuti. Mais là où Burna Boy a eu une très bonne idée, c'est qu'il ne le sample pas simplement en fait. Il s'en inspire au niveau des instrus, de la manière dont c'est structuré. C'est très cuivré, c'est très musical. Et donc de fait, il ne reste pas simplement sur le créneau afrobeat pour danser en boîte de nuit en fait. D'ailleurs, vous avez vu qu'il a construit tout un personnage derrière ça. Quand vous écoutez ses titres de 2013, il n'est pas du tout dans ce message panafricain là. Il a eu la superbe idée de coller le message politique, les textes profonds à ce son qui est à la fois très actuel, mais qui a des bases vraiment très africaines en fait. Et c'est pour ça que je trouve que le terme afrofusion correspond bien à son disque en fait. On retrouve énormément d'influences et le mec même qui n'est pas du tout sur la musique africaine à la mode peut comprendre, à savoir que votre mère peut tout à fait bien comprendre un album de Burna Boy même si elle écoute simplement Oumou Sangaré, et vous aussi vous pouvez kiffer parce que la balance est très bien faite en fait. C'est à la fois un album très old school tout en restant new school. Et c'est par exemple ce que Wizkid n'a pas réussi à faire sur son album américain, et c'est donc pour ça que ce sont eux que Burna Boy vise avec son message en fait. Quand il dit que oui, certains sont allés aux États-Unis, ils ont supplié les Américains. Bien sûr, ce sont les artistes qui sont allés aux États-Unis et qui ont donc payé des featuring, qui ont dû effectivement faire des concessions pour pouvoir plaire au public américain. Je vous ai montré qu'il y en a eu plusieurs, à savoir D-Benji, à savoir les P-Square. Ils ont fait certaines concessions pour y arriver. Quoique les P-Square se sont vite retirés, ils se sont dit, bon, on rentre chez nous et on se sépare, bref, voilà. Mais il y a eu des concessions qui ont été faites et lui, il estime que lui, il n'en a pas eu, il est arrivé, ça a bien marché. Il a été nommé au Grammy, il a eu tout de suite un beau succès critique, un assez bon succès commercial et il est l'alpha et l'oméga de l'histoire. C'est totalement l'inverse en fait. L'une des autres choses en plus que Burna Boy a sur ses petits camarades, c'est qu'il est souvent un peu meilleur sur scène que la majeure partie d'entre eux. Pas tous, mais par exemple, Tiwa Savage, mais j'en parlerai peut-être si je fais une vidéo sur elle. L'un de ses gros soucis dans le format dans lequel elle est, c'est qu'elle n'est pas très bonne sur scène. Mais ça, je reviendrai dessus dans une autre vidéo parce que plusieurs de ces artistes-là n'ont juste pas la culture de la scène parce qu'ils ont affaire à un public qui très souvent aime les chansons en boîte de nuit. Ils font des concerts en boîte de nuit et très souvent les concerts de boîte de nuit, ça ne te demande pas grand-chose en fait. Tu as le playback, les gens sont là, ils dansent, ils payent leur boisson et tu rentres chez toi en fait. Donc souvent, pas mal de ces artistes n'ont pas la culture de la scène et c'est par exemple le cas de Tiwa Savage. Burna Boy sur scène, il donne le change, il joue très bien son personnage, même si encore une fois, c'est très inspiré de Fela Kuti. Il donne le change et c'est normal que quelque part ça marche plutôt bien. Encore une fois, il ne vend pas des millions de disques, mais il a un bel accueil critique et un petit succès commercial. En revanche, là où il se trompe, c'est que quand il l'a signé, parce que ce qui s'est passé pour Burna Boy, c'est qu'il va signer en major américaine en 2017. Mais quand il signe sur les majors américaines en 2017, il faut savoir qu'il a déjà eu plusieurs années de blanc en fait. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de gros succès au Nigeria depuis très longtemps. Et pourquoi est-ce qu'on va le signer lui? C'est pas simplement parce qu'il est génial. Bien sûr qu'il a du
du talent. Mais c'est aussi, et c'est exactement ce qu'il oublie dans son tweet, parce que les autres ont ouvert la voie en fait. C'est parce que les autres sont en train de créer une dynamique que lui on le signe et que ça lui permet d'y arriver. S'il n'y avait pas eu les différents essais des différents artistes dont je vous ai parlé dans cette vidéo, bah en fait on n'aurait absolument pas signé Burna Boy. Burna Boy est aussi signé parce que, comme je vous ai expliqué, il y avait une dynamique et bien sûr dans cette dynamique, lui a réussi à trouver sa place. Ça c'est indéniable. Mais en revanche, il n'est pas tombé du ciel et le fait de dire que personne ne m'a ouvert la voie m'a énormément frappé parce que moi, je parle beaucoup de l'industrie du disque américaine et une chose que les Américains ont et que les Noirs africains et les Noirs français n'ont pas, c'est la culture de l'histoire. À savoir que chaque fois qu'un Noir africain ou qu'un Noir français arrive quelque part et dans l'industrie du disque française, vous le voyez toujours, le mec, il a tout inventé en fait. C'est-à-dire que oui, c'est moi, oui, non, je ne connais pas. Il ne connaît absolument plus personne. Les Noirs américains, du fait de leur histoire, ont une vision totalement différente des choses. C'est-à-dire que quand il y a un Noir qui a été le premier à monter sur un trépied, ils vont te le dire. Ils te diront que le 1er mai 1902, il y a eu un Noir qui était le premier à monter là-bas. Après, c'est comme ça que nous aussi, on a réussi à monter. Après, les Blancs nous regardaient comme ça. Et regarde, aujourd'hui, nous sommes au World Trade Center, en fait. Les Américains ont le souci de leur histoire. Ils conservent tout. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ils savent que leur histoire est leur force. En revanche, nous, les Africains, on voit les choses de manière totalement différente, même dans la manière dont on consomme la musique. En savoir que souvent, très souvent, on ne conserve pas la culture ou on a un certain mépris pour la culture dès que ça fait 2-3 ans là, ouais, ça n'a pas existé et on continue en fait. On ne veut glorifier que ce qui existe et c'est exactement ce que Burna Boy fait. Comme il est arrivé, il se dit, bah en fait, il n'y avait personne autour de moi. Même si, encore une fois, si on veut même parler de succès actuel aux États-Unis, celui qui s'en sort le mieux, ce n'est même pas Burna Boy en fait. Le mec qui a eu le single qui a le mieux marché cet été dans les radios américaines, c'est Afrobeat. Mais le tweet de Burna Boy montre une chose, c'est-à-dire que cette mentalité est encore très ancré chez nous en fait. On n'a pas la culture de remercier simplement pour l'opportunité. Nous, c'est exactement le contraire des Américains. C'est-à-dire que dès que quelqu'un monte sur un trépied, il va essayer de se disputer avec toutes les personnes qui l'ont vu monter. Comme ça, à la fin, il n'y aura même plus personne pour raconter qu'il est monté sur le trépied en premier en fait. Ou pire encore, chez nous, si quelqu'un monte sur le trépied après une autre personne et que tu lui dis, bah en fait là, tu es monté sur le trépied après tel, il va te dire que qui? Non, mais moi, je sais pas qui c'est. En plus, est-ce qu'il était habillé comme moi? Est-ce qu'il était beau comme moi? Est-ce que c'est ça en fait? C'est-à-dire qu'on ne sait pas reconnaître. On a l'impression que dès qu'on va reconnaître que quelqu'un a fait quelque chose avant nous, bah en fait ça nous diminue alors que les autres comprennent bien que c'est leur force. Et ce qui est d'autant plus cruel dans ce qu'il dit en reniant ce que les autres ont fait, c'est qu'il ne se rend pas compte que qu'il confirme une mentalité. Ce n'est pas lui qu'il confirme en fait, c'est une mentalité. Pourquoi? Parce que dans quelques années, ces mêmes personnes avec qui il est heureux parce que c'est lui le meilleur pour le moment, c'est un public qui oublie. Ça veut dire que lui-même sera certainement coupé par l'épée qu'il est en train de limer. À savoir que dans quelques années, quand il y aura un artiste plus populaire qui dira que bah en fait personne ne lui a ouvert la voie et qu'il a globalement créé l'afrobeat, les gens réagiront pareil et on oubliera aussi totalement la présence de Burna Boy en fait. Lui il pense que c'est une question d'ego, mais c'est une question de mentalité et cette mentalité là sur le très long terme, encore une fois, va lui desservir à lui-même. Bref, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'ai pas pu entrer dans les détails de chaque artiste parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent qui ne connaissent pas forcément ces artistes-là. Mais peut-être que bientôt, j'aurai l'occasion de revenir plus précisément sur les schémas et les carrières de ces artistes-là. Là, j'ai un peu survolé ce qui s'est passé pour vous montrer la dynamique qui a fait en sorte que Burna Boy arrive là où il est aux États-Unis. Mais je n'exclus pas de revenir à l'avenir sur les carrières ou sur les schémas plus précis de certains de ces artistes-là. Mais bien sûr, il faudra partager au max cette vidéo. Ou alors de parler de l'industrie sud-africaine qui est mon industrie préférée en Afrique. Bref, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Burna Boy, de ce qu'il a dit, s'il a raison, si vous pensez que malgré tout il a créé tout, bref, voilà. Ce que vous pensez de la dynamique qu'il y a eu derrière l'afrobeat depuis quasiment 10 ans, de différents artistes qui y ont participé, malgré leurs échecs, malgré leurs réussites. Dites-moi tout dans les commentaires. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à participer au Tipeee. Pour ceux qui ne le savent pas, les vidéos sont démonétisées parce que je mets pas mal d'extraits. Donc n'hésitez pas à participer au Tipeee et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.